toutes et à tous dans le Canard en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager ce programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau tome de l'un des meilleurs mangas au monde en cours de parution. Oui. Moi, je vais vous dire juste deux mots. Mind Game. Et je pense que là, on a le master du Mind Game qui est de retour. Je parle bien sûr de Togashi avec Hunter x Hunter. Alors c'est parti pour une émission pleine d'amour et de naine. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette émission et cette écoute avec Mathieu Hanneman et Julie. Chaque personnage a vraiment une densité, mais à contrario, c'est ce qui fait aussi qu'on peut se permettre de ne pas avoir Gon depuis des années et ça marche toujours. Des idées très complexes à mettre en place et voilà le résultat. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Hanneman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut la team, ça y est, on y est. Une émission sur Hunter, ça veut dire un nouveau tome, donc je suis forcément l'homme le plus heureux du monde. Et Julie du podcast La 5e de Couve est avec nous. Salut Julie. Salut à tous, je partage entièrement l'avis de Mathieu, évidemment. Aujourd'hui, il est donc question du nouveau tome de Hunter x Hunter, dispo depuis quelques jours maintenant, et désormais chaque tome de Hunter se vit un peu comme un événement pour certains lecteurs. On y reviendra en fin d'émission, mais là tout de suite comme ça, chez Kana, vous le vivez comment ? Est-ce que vous le vivez comme ça, comme un événement ? Comme un événement, exactement, comme les lecteurs, parce qu'on sait jamais vraiment quand on pourra avoir un prochain tome. Quand on le sait souvent assez tard. Et en fait, alors assez tard, j'exagère, parce que Shueisha nous prévient toujours en amont pour nous dire attention, là on a eu des news, on sait que ça va redémarrer et donc on va pouvoir sortir un prochain tome dans pas longtemps. Et là, c'est branle-bas de combat chez Kana, c'est allez hop, on le rajoute au planning alors qu'effectivement il est jamais prévu parce que maintenant on a compris qu'on prévoyait pas. Et on met tout en place. Et comme on a un tome tous les 2-3 ans, à chaque fois c'est un énorme dispositif marketing forcément qui revient et qui se met en place. Donc ça sera le cas aussi sur ce tome 38 et on est par contre toujours très content parce que c'est une série qu'on adore et qui est maintenant au catalogue depuis des années et des années. Hunter x Hunter, on en est où avec ce tome 38 ? Nous sommes toujours à bord du navire, en route pour le continent caché, et on délaisse un peu la lutte entre les princes pour s'intéresser au pont inférieur de ce navire. Et là, il y a un autre conflit. D'un côté, des clans mafieux, et de l'autre, la brigade fantôme. Elle est là. Qui est donc à la recherche d'Hisoka. Alliance, affrontement, des alliances évidemment. Et au milieu de tout ça, dans ce tome 38, la backstory de Kuro. La backstory de Kuroro et de la naissance de la brigade fantôme. Oui, ce tome 38, il vaut de l'or, on en parle dans un instant. Mais d'abord, ce tome 38, il y a un truc qui est bien plus choquant encore quand on l'a entre les mains. Cette couverture, Julie. Bah oui, moi je trouve que c'est vraiment la couverture qui est qui est vraiment à la fois un clin d'œil, à la fois du fan service ultime. Et ce qui est génial, c'est que quand on ouvre le tome, il y a le petit rabat où il te dit désolé parce que vraiment il est fort, le bouquin, il est vraiment très fort. Et il a compris que toi tu n'attendais qu'une seule chose depuis maintenant presque trop d'années. Ouais, trop d'années. Et en fait, il te dit il est en couverture, mais en fait, il est pas dans le livre. Donc, pour vous expliquer, Gon est en couverture du tome 38. Ah oui, et on le voit bien. Gon, qui est normalement à l'hôpital, Non. Ouais, non, ça y est, on sait qu'il est guéri. On sait qu'il est guéri, on sait que ça, mais ça va pas. On sait que ça va pas. Et sauf que là, il a l'air en forme et on se dit, il va être là. Il va être là. On a des attentes. Mais non, parce qu'en fait, maintenant, on a Manga Plus, donc on sait qu'il est pas là. Donc on sait pas pourquoi il y a Gon. Et on cherche une logique, il y en a pas. Il a tout compris à Internet et il l'applique dans ses mangas, en fait, je pense, Togashi. C'est du troll. Je pense qu'il y a un petit côté troll. Et moi, ce qui me fait aussi vraiment intérieurement hurler de rire, c'est quand même la page d'ouverture du chapitre donc 391, où là, on a vraiment encore une nouvelle couche de fanservice, quoi. Double troll. Ouais, qui pour le coup, moi j'étais pas surpris parce qu'en fait c'est une page qu'on a depuis des années chez Kana parce que forcément on l'a récupérée quand ils l'ont sorti en magazine au Japon, donc il y a encore plus longtemps que le tome. Donc en fait moi je l'avais utilisé pour Yu Hakusho Star Edition, dites-vous. Cette page où c'était un ex libris qu'on avait offert à l'époque
Donc là, je l'ai revu en mode, ah oui, donc ok, elle est là, je me souvenais pas qu'elle venait d'ici en fait. Mais donc oui, de fait, il a ramené les deux héros. De quoi on parle? On parle de Yusuke de Yu Yu Hakusho et de Gon ensemble sur un visuel. Voilà, et c'est vrai que c'est très drôle parce qu'on se dit que déjà la couverture est osée, hein, un personnage mis comme ça en majesté, on ouvre le livre, ah bah non, et on tourne encore 2 pages et ah bah non, encore une fois. Ouais, vraiment, la totale. Il est joueur. On savait qu'il était joueur, mais là, on l'a vraiment en image. Mais l'édito joue le jeu, enfin l'édito, l'édito Shueisha joue le jeu, parce que vous avez pas de liberté non plus. Après, pour être tout à fait franc, je suis pas sûr que l'édito Shueisha ait beaucoup de liberté non plus avec Togashi. C'est que dans le résumé de qui sont les personnages, où on en est au début, il y a quand même Gon qui fait les 2/3 d'une page. Ouais, mais alors en fait, il faut savoir que typiquement, moi, pour la promotion du tome 38, j'ai tout brandé sur la Brigade Fantôme, parce que évidemment, c'est quand même un tome qui est énormément centré sur la Brigade Fantôme, et accessoirement, j'ai pas 150 000 illus couleurs. On en reparlera peut-être plus tard, donc au bout d'un moment, il faut quand même trouver des astuces. Et à un moment, on nous a quand même dit, attendez, quand même, n'oubliez pas que c'est quand même Gon le personnage principal, donc il faut qu'il soit présent. Donc typiquement, vous allez voir sur mes PLV et mes comptoirs que vous trouverez en magasin, si vous avez la grosse simu du tome 38, c'est juste parce que j'étais obligé de rajouter Gon, alors que l'auteur lui-même ne le met plus dans son manga depuis des années. J'étais là en mode, non mais arrêtez. Mais en même temps, après, c'est quand même Gon qui est, malgré tout, on va dire la mascotte. Enfin, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il est devenu, il s'est fait recaler au rang de mascotte de son propre manga. Ouais, mais est-ce que c'est choquant? Tu vois, est-ce que t'es déçu de pas avoir Gon dans le tome 38? Non, pas du tout, parce que moi, je suis team Hisoka. Ouais, mais même, en fait, les personnages et tous les personnages qu'il a fait sont tellement forts que moi, je sais que je suis dans un arc Kurapika avec le bateau. Je sais très bien que je vais pas avoir Gon. Donc en fait, que je vois pas Gon, franchement, c'est pas grave. Je me régale quand même sur Hunter x Hunter parce que les autres persos sont trop bien. Et accessoirement, la couverture du tome 37 était tellement moche que le Gon, je le prends. Vas-y, envoie. Mais t'as pas non plus Kurapika dans ce tome? Non, si, à la fin. Il y en a un petit peu. À la fin, il apparaît. Mais c'est pas grave, la brigade, en fait, c'est pareil, c'est trop bien. C'est l'équivalent de la Katsuki dans Naruto, c'est des méchants que tu kiffes et en savoir plus sur eux. C'est comme à la fin, comme dans Naruto, quand on apprend plus sur Tobi, sur Deidara, enfin, c'est incroyable. Alors maintenant que je connais leur backstory, est-ce que c'est vraiment des méchants? Ah, bien sûr que oui. Ça sera toujours des méchants. Après, non, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vraiment, on a tendance à dire le manga, ce qui fait la puissance d'un manga, ça va être souvent ses personnages. Et là, c'est vraiment éclatant. Oui, on est tous à fond sur la Brigade Fantôme. C'est des personnages qu'on connaît depuis le milieu de la série, l'arc de Yorkshin, qui est iconique. Et là, on les retrouve. En plus, ils viennent vraiment pour se friter. Ils sont pas contents. Donc, ça promet en termes d'intensité des combats, d'intensité émotionnelle, parce que on va vers vraiment. Il y a un terme qui réapparaît plusieurs fois dans ce tome-là. C'est le terme de guerre totale. Et on se dit, waouh, déjà, souvent Hunter x Hunter, c'est de la bagarre pure. Mais là, on nous annonce d'emblée, ça va être du tonnerre, quoi. Enfin, il y a quelque chose de grandiose qui nous attend à la fin de cet arc. Mais c'est assez rigolo parce que je faisais le résumé il y a pas longtemps à une amie pour rapidement un peu lui parler de la série. Et en fait, la Brigade Fantôme, qui est décrit quand même dès le début comme l'organisation la plus dangereuse. Enfin, vraiment, au début, on nous dit, si vous les croisez, faut pas les approcher. En fait, si tu prends dans le manga, ils ont pris très cher. Ils ont perdu je ne sais pas combien de membres des gens. Vrai. Donc là, tu les vois, c'est l'organisation quand même, elle va pas très bien. Et souvent à cause d'un seul mec en plus que tu vois aussi depuis le début du manga. Donc là, lui, il est encore pire. Enfin, je veux dire, il est vraiment, il a vraiment, comment dire, le totem ultime du méchant charismatique, hyper complexe. En plus, on s'était dit, tome 34, il a déjà eu sa grandeur, il va nous... Enfin, exit quoi. Ouais, on n'a plus besoin de lui et en fait, tadam, qui revoilà. Et dans le 38, pareil, tu le vois pas beaucoup, mais quand tu le vois, incroyable. Et non, mais ce qui est génial, en fait, tu vois, là tout de suite, on commence à en parler et moi, je suis très très contente. Je pense que mon enthousiasme et mon excitation s'entend à travers ma voix. Mais enfin voilà, il y a vraiment la force de ce conteur, enfin qui est Togashi, d'avoir créé tous ces personnages, et c'est même pas une galerie. Je veux dire, là, on a un bateau tout entier rempli de personnages incroyables. Et de nouveaux personnages. On a, alors, je vais l'appeler Pigeon Menottes, mais c'est Shingeki. On a Pigeon Menottes, quoi. Je veux dire, Pigeon Menottes, il est trop bien.
Et tu sais à qui il m'a fait penser? Il m'a fait penser à Kisame, parce que je trouve qu'ils ont les mêmes yeux un peu globuleux, mais un peu, je sais pas comment dire, dans Naruto. Il y a un côté un peu requin, tu vois, un peu. Ah ouais, non, je sais pas. Mais bon, bref, voilà, ça m'a fait penser. Les pigeons menottes, je retiens. Tu trouves que c'est plus ça? Bien, ouais. Il y a un moment donné, il faut avoir des moyens mnémotechniques pour retenir tous les personnages dans Hunter. Ah oui. Et Pigeon Menottes, c'était mon meilleur moyen mnémotechnique. Dans le tome 39, parce qu'en fait le tome 39 est virtuellement disponible. Il est sorti en fait au Japon, mais qu'en magazine. Et donc on le rappelle à chaque fois. Mais les ou en version, tout est traduit aussi sur Manga Plus. Manga vous avez les 3 derniers chapitres. Bon, du coup, il vous en manquera 7. Mais pour lire le tome 39, mais qui sont déjà disponibles. Donc on sait déjà vers où ça va. Il y a encore d'autres personnages encore trop stylés qui sont là, alors qu'on sait qu'ils arrivent au bout de la croisière. J'appelle ça une croisière. Oui, la croisière s'amuse, haha. Non, ce qui est intéressant, enfin, je reviens sur l'idée des personnages, parce que, comment dire, on sait que un personnage dans Hunter, c'est pas que un personnage. Il va arriver avec des pouvoirs spéciaux, avec une vision du monde, avec une façon de se comporter en société. Si c'est quelqu'un d'individualiste, il va être ultra individualiste. Si au contraire c'est quelqu'un qui pense teamwork, enfin d'altruiste, tout ça, compter sur les faiblesses des uns et compenser certaines lacunes chez ses coéquipiers, tout ça, c'est toute une structure en fait de pouvoir contre pouvoir qui se met en place. Mais c'est pas seulement pour, on va dire, un noyau dur de personnages. En fait, il le fait vraiment pour tous les personnages qui vont avoir une action à réaliser dans son récit. Donc, c'est vraiment, ce que je disais en introduction, un master du mind game. Enfin, il passe son temps à évaluer les règles, les délimiter, les territoires, les pouvoirs des uns et des autres. Et je me dis, c'est à la fois fascinant et ça doit être éreintant. Ouais, vraiment éreintant de faire ce travail. Pour le lecteur, Maxime en rigolait, mais ça explique aussi pourquoi c'est vrai que même pour nous, des fois, c'est assez dur de suivre un peu parce que chaque personnage a vraiment une densité, ce qui fait que tu dois te souvenir de tout le monde. Mais à contrario, c'est ce qui fait aussi qu'on peut se permettre de ne pas avoir Gon depuis des années et ça marche toujours. On est toujours happé parce qu'en fait, Hunter, c'est pas Gon, c'est énormément de galeries de personnages qui sont tous aussi attachants et prenants les uns que les autres. Et finalement, Gon, s'il est pas là, c'est pas grave, on se régale quand même. Quoi. En fait, c'est l'animé Hunter, c'est Gon, mais le manga, non. Oui, ouais, allez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour vraiment mettre de côté les gens qui ne sont que. C'est pas mon préféré, Gon, donc je ne dirais pas ça non plus, mais voilà. Julie, comment ça a évolué ces 8 arcs de Hunter x Hunter? Quelle vision t'as de cette évolution de je veux retrouver mon papa on traverse la mer dans un bateau baleine à la recherche d'un continent caché où il y a des monstres encore plus puissants qui vont te détruire. Et puis surtout le même rien que la traversée sur le bateau, c'est tu joues ta vie quoi. Donc en fait c'est ça qui est incroyable et franchement tous les arcs de Hunter ont une personnalité. Déjà, est-ce que t'as un préféré? D'arc? Ouais. Oui, moi c'est Yorkshin. Okay, mais moi vraiment... aussi. Mais je pense que c'est un des mangas les plus durs pour choisir. C'est-à-dire que tu me poses cette question, je vais te dire ça dépend à quel âge. Voilà, tu vois. Et à quel niveau de lecture. Exact. Parce que attention, si tu dis qu'on est teubé parce qu'on peut faire Yorkshin, je vais mal le prendre. Ma première lecture, l'examen est mon arc préféré. Ma 5e lecture, c'est Chimera Ants par exemple. Ah ouais, non. Alors moi je pense reconnaître objectivement. Mais à ma 3e, ça va être Grid Island. Chimera pour moi et objectivement. Ça va vraiment dépendre. Il faut, ça se relie trop. Lui, il a complètement adopté le point de vue de Togashi. Il s'est fondu dans le moule. Il n'a plus de consistance. Moi, je reconnais juste un homme qui ne choisit pas et qui change à chaque fois facile. Du coup, moi, je pense que Yorkshin, j'aurais toujours une affection particulière pour cet arc-là parce qu'à un moment, j'ai pu travailler dessus. Voilà, donc j'en ai vu beaucoup, j'en ai relu beaucoup de ces chapitres, mais effectivement, je pense que Grid Island, il y a des passages qui sont incroyables, mais il y en a d'autres où je suis pas une joueuse et je suis complètement larguée quand il m'explique qu'il faut rassembler tel truc et faire telle condition pour activer et rassembler telle carte. Ça me perd. Non, mais en fait, je sais pourquoi maintenant j'aime autant Grid Island. C'est uniquement par rapport à la fin de l'arc et quand il rencontre Kaito. Ouais, le twist à la fin est vraiment fort. Ouais, moi, j'adore la partie. Et quand il lui annonce que si t'étais venu tout seul.
Le manga serait fini, mais t'es venu avec Kirua, alors tant pis. Dommage, mon gars. Ouais, non mais voilà, et puis il y a toute une sorte voilà, pour répondre à ta question, je pense que de toute façon Hunter c'est une aventure quel que soit l'arc que tu choisis de lire, et une fois que c'est fini, on se remet en selle, et là, enfin moi je trouve que depuis donc le tome 33, le bateau, c'est incroyable, parce qu'en plus t'as une espèce de décompte des journées. Tu dis quoi, ça fait que si peu de temps qui s'est écoulé. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait tu sais que c'est mal parti, parce que donc Beyond Netero, le fils de l'ancien président de l'association des Hunters, l'annonce publiquement, médiatiquement. Il a brisé un tabou. Il veut aller sur le continent caché qui, pendant des années, était protégé pour protéger la population mondiale de choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont des calamités vraiment. Et en fait, lui, il est là, genre non, on va y aller. Enfin bon, bref. Et on se dit, ça sent mauvais ton truc, mais vraiment très très mauvais. Surtout que quand tu vois qui finance. Oui, en plus. Que c'est le royaume de Kakine et que ils sont en pleine guerre de succession. Ah oui, c'est une guerre où personne ne rigole. Ils sont 14 princes et c'est tout le monde logé à la même enseigne avec une cruauté. Et ça aussi, je trouve que les arcs de Hunter sont toujours. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est encore du shonen manga ? Vraiment, parce que même si certaines valeurs sont évidemment mises en avant, celle de l'amitié, de l'effort, de la victoire, des fois la victoire elle a un goût très amer, quoi. Enfin, je vais répondre à ta question. Ah, vas-y. Oui, c'est 100% du shonen manga, parce que à chaque page, à chaque arc, à chaque chapitre, à chaque ce que vous voulez, vous mettez le mot de votre choix entre des crochets, Togashi revisite une partie de l'histoire du shonen manga. Ah, ça c'est très intéressant, parce que effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a une culture du manga béton, mais vraiment ils sont nombreux, hein, tous ont vraiment énormément de connaissances sur leur métier, sur leur passion, mais lui il a vraiment une assise. Et il est reconnu pour ça dans son milieu. Je veux dire, tout le monde s'incline vraiment sur déjà la façon dont il a réussi à mettre en scène des intrigues aussi complexes. Parce que des fois, on ouvre le bouquin et on se dit, il y a plus de mots que de dessins là, c'est un peu compliqué. Et pourtant, tout le monde est happé. Chaque sortie de tome est un événement. Et il y a une communauté de fans qui est prête à le suivre partout, même sur le continent caché. J'en fais partie. Bon, au milieu de tout ça, donc, Hunter sort en France dans une version collector dans laquelle on retrouve le tome 0. Qu'est-ce que c'est que ça, ce tome 0 de Hunter x Hunter ? On va tout savoir tout de suite avec toi, Mathieu. Dans cet aparté, nous allons donc revenir avec toi, Mathieu, qui est déjà là en studio. Ça tombe bien. Pratique. C'est le naine. C'est ça. Hop là, matérialisation. Et hop, Togashi. Ah non, ça marche pas. Non, Mathieu, ça marche. Parlons du tome 38 Collector. C'est une version qui n'existe pas au Japon. C'est une version qui a été faite pour la France. Ce tome 38 édition limitée, d'ailleurs pas collector, vous l'avez appelé édition limitée. Dedans, il y a le tome 0, il y a un marque-page, il y a une jaquette métallisée. C'est quoi les coulisses de la sortie de ce tome ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Disons que y a un seul avantage au fait que Hunter ait un rythme un peu compliqué, c'est qu'au moins on a le temps de se préparer sur ce qu'on veut faire. Donc typiquement là on a quand même déjà réfléchi au 39, si le 39 sort, qu'est-ce qu'on ferait ? Et nous ça fait des années qu'on essaye d'avoir le tome 0, on avait déjà fait une demande à l'époque et ça avait été refusé parce que donc le tome 0 au Japon était sorti c'était une exclusivité en fait pour la sortie d'un film, que concrètement ça reste un chapitre d'une 60aine de pages, donc on peut pas le commercialiser juste lui en fait parce que on va pas vendre ça 3 €, quoi, ça n'a aucun sens. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir le lier à un collector. On a retenté notre chance et cette fois c'est passé. Et en fait dès le début, c'est pour l'anecdote, c'est vraiment un truc qu'on avait réfléchi sur un team building Kana, donc toute l'équipe était rassemblée un week-end pour parler de divers sujets et notamment de Hunter x Hunter parce que nous c'est des énormes séries qu'on a au catalogue et qui malheureusement faut qu'on réussisse à la faire vivre en fait tous les ans sans actualité forcément. Et le premier truc où toute l'équipe était d'accord, c'est que mince, il fallait qu'on ait ce tome 0, quoi. C'est vraiment l'exclu pour le fan en tout cas.
c'est l'exclu numéro 1 qu'il a envie d'avoir. S'il a envie d'avoir un truc sur Hunter x Hunter, c'est le tome 0. Donc on a insisté, on a réussi à avoir l'accord du Japon. C'est aussi pour ça que le tome 0, il ne sera disponible que dans ce collector. On a évidemment fait un énorme tirage, mais il sera disponible que dans ce collector parce que on n'a pas l'autorisation derrière pour le commercialiser, parce qu'en fait au Japon non plus, il n'a pas été commercialisé seul. C'est vraiment quelque chose qui a été donné lors d'un événement, et quand c'est donné lors d'un événement, c'est dans un cadre précis. Donc là, on a réussi déjà à s'éloigner un peu du cadre du Japon en proposant ça dans un collector. Voilà, mais malheureusement, vous l'aurez pas seul. Donc là, je le dis vraiment pour tous les fans, faut pas louper le collector. En fait, c'est vraiment un chouette objet, vraiment pour faire plaisir à un fan, quelqu'un qui aime vraiment la série. Et moi, pour finir, je dirais, je suis pas forcément, là, je parle en tant que lecteur, le plus grand fan des collectors sur les séries ou autres, mais c'est vrai que quand vous avez la chance d'avoir du contenu éditorial en plus, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le moment où vous pouvez faire un effort et où vraiment ça vaut le coup, en fait. Et sur Hunter, comme on le sait, hein, on a vraiment du mal à avoir de l'actualité et du contenu. Profitez-en, parce que là, vraiment, ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir, en plus de votre tome, vous allez avoir encore du contenu additionnel sur Hunter x Hunter, et pour le coup, vous savez à quel point c'est rare. Donc, je vous conseille vraiment, pour le coup, d'aller, si vous êtes fan, d'aller sur le collector, vous le regretterez pas. Ce collector est au prix public en France à 14,95. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. La version longue de cet aparté consacrée aux coulisses du tome 38 collector de Hunter x Hunter est à retrouver la semaine prochaine. Passons aux recommandations entre deux tomes de Hunter. Comme on a 1 an, voire 2, on va lire quoi entre ces deux tomes? Parce qu'il faut qu'on bouffe un peu quand même de la lecture. Alors déjà, moi je dirais qu'on peut relire Hunter x Hunter parce que c'est tellement complexe. Enfin, franchement, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui arrive, t'es obligé de prendre 1 ou 2 tomes en avant. Ouais, sur l'arc en cours, pour reprendre. Tu te remémores à chaque fois. Et le pire, c'est que ça passe tout seul. Enfin, alors moi je suis à 5 ou 6, mais en fait, comme je relis pas dans l'ordre, alors j'ai du mal à recompter vraiment. D'accord. Mais bon, pour répondre sérieusement à ta question, je pense que déjà on peut relire Yu Yu Hakusho. Tu sais que, anecdote sur ça, parce que là on est dans la période où on a les stagiaires de 3e ou de seconde qui viennent dans les bureaux. Forcément, vous vous doutez bien qu'en éditeur manga, on en a pas mal. À chaque fois, je fais le quiz. Donc, dans les années 90, c'était quoi les 3 grosses séries? Donc, tout le monde a forcément Dragon Ball. C'est une grosse galère pour trouver Slam Dunk. Personne ne connaît Yu Yu Hakusho. Et quand j'essaie de le faire deviner par il a fait une série qui est évidemment plus connue maintenant. Enfin, c'est vraiment Yu Yu Hakusho, ça parle pas du tout, ça va pas passer. C'est terrible, alors que c'est tellement bien. Donc vraiment, lisez. Donc voilà, si vous avez mis Hunter, revoir vos classiques, chers jeunes gens. Peut-être une édition de luxe. Pour genre, alors moi je dis ça. Mais à côté de ça, je pense que on peut dire que Hunter, ça a fait des petits, et notamment un qui est aussi chez vous. Et je pense à Death Note, en termes encore une fois, de stratagème, de machiavélisme, de personnages qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont vouloir faire dire à leurs opposants et adversaires. Là, on est bien servi. Je vous propose un move de gymnastique. Vous lisez un peu de Hunter, Yu Yu Hakusho, Death Note, ok, Promise Neverland, et vous revenez à Hunter. Tentez un truc. Oui, ok. Tentez ce move de gymnastique et normalement, pas de foulure, pas d'élongation. Oui, franchement. On est pas mal sur l'entraînement, quoi. Moi, j'en ai un autre. Enfin, celui que je cite souvent avec Hunter. Alors, il n'y a pas forcément le jeu psychologique, mais c'est des thèmes qui sont vraiment matures, profonds, et surtout, c'est une des rares séries où, comme Hunter, de A à Z, je vois pas c'est un sans faute, en fait, et tu te régales. Beat the Vandelbuster. Non, c'est Full Metal Alchemist. En fait, pour moi, c'est une des rares séries où, que je conseille Full Metal ou que je conseille Hunter, je sais que la personne, elle va aimer de A à Z, en fait. C'est deux des rares shonen qui font l'unanimité. Tu peux trouver des gens qui aiment pas une partie dans Naruto, qui aiment pas une partie dans One Piece parce que c'est trop long, etc., etc. Full Metal et Hunter, c'est vraiment deux shonen où pour le coup, rarement j'arrive à trouver des gens qui me disent j'ai pas aimé. D'accord. Voilà. Mais je l'ai dit sous la forme de blague, mais Dragon Quest se complète très 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 bien avec les trucs d'aventure, après on peut y aller, quoi. Clairement, t'as juste la touche fantasy qui arrive, et je déconne vraiment pas en disant Beat the Vandelbuster, c'est bien parce que en fin d'année il y a le nouveau tome qui va sortir, mais
Il y a finalement une espèce d'époque, d'aura un peu globale qui entoure tout ça. Ouais, mais après, moi, je pense que vraiment Hunter, il a survolé. Enfin, il y a vraiment une espèce de, je vois que Maxime n'est pas tout à fait d'accord. Mais si, il survole. il crée les codes. Enfin, il crée vraiment une espèce de. Il regarde les autres mangas en disant, toi tu vaux le coup, toi tu vaux pas le coup, toi tu vaux le coup, toi tu vaux pas. Tu rigoles, mais c'est terrible. Hein. C'est qu'une fois que t'as lu ou que t'as vu Hunter, tu te mets quand même pas mal à comparer du coup avec ce que tu regardes à côté, ce que t'estimais déjà très très bien. Et c'est vrai que ça met quand même une gifle à pas mal de choses. Hein. Bah t'as l'échelle Hunter quoi. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Est-ce que ce méchant vaut Hisoka? Bah non. Alors, justement, tu vois, ça me fait penser qu'il y a une série chez Kana qui date un peu, qui est Lesson of the Evil, avec un professeur qui est vraiment très 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 psychopathe. Et moi, ça me fait penser un peu à Hisoka. Donc, je trouve qu'il y a une espèce de huis clos, qu'il y a une espèce de jeu malsain psychologique qui se met en place avec ses élèves, à savoir qui aura la peau de l'autre. Et je sais pas, si vous aimez un peu et que vous êtes un peu sur votre faim parce que bah voilà, il faut attendre le tome 39, bon, et ben peut-être vous pouvez regarder ce que ça donne quoi. Mais tu vois, le premier méchant dans Kagurabachi, sans vouloir trop spoiler, j'essaie de. Oui. D'accord. Il apparaît vite dans le tome 1, donc il apparaît très vite. Mais Hisoka aussi. Mais et il a un peu de Hunter en lui. Oh, complètement. Oui. Mais Kagurabachi au global, nous on l'avait. Alors tu le compares pas à Hunter, tu le compares plutôt à Jujutsu, mais dans la manière d'utiliser les pouvoirs et la réflexion des combats, tu te rapproches quand même de ce que tu peux voir dans Hunter et toute la complexité du nen et des combats entre deux utilisateurs de nen. Ouais, mais sauf que dans Jujutsu, ces deux principales inspirations, c'est Tite-Kubo et Togashi. Donc, oui. C'est l'un dans l'autre. C'est ça qui est formidable avec Togashi, c'est que vraiment, il a une définition qui lui est propre de la force. Et moi, je l'écris toujours. Enfin, quand je pense à Hunter, Yu Yu Hakusho, ça avait ouvert un peu la voie, mais Hunter, c'est vraiment genre la force avec un L majuscule, un F majuscule, parce que ce n'est pas une question seulement de puissance, c'est vraiment une combinaison hyper complexe de comment tu vois le monde, comment tu veux arriver à tes fins, quelle est ta personnalité en tant que personnage, hein, vraiment, et comment ça se combine avec ton nen, comment est-ce que tu vas utiliser des choses improbables, tu vois, comme on disait tout à l'heure, pigeon menotte, quoi. Donc, il y a un personnage, son nen, ça va être de pouvoir transformer des objets en animaux. Et de comment il va utiliser tous ces objets et les camoufler. Enfin, c'est incroyable. Et tous, ils sont à des niveaux comme ça d'avoir vraiment profondément réfléchi à leurs besoins, à leurs envies, à leurs motivations. Et il y a quelqu'un derrière qui fait « Ok, bah toi, t'auras tel design, et puis toi, t'auras tel pouvoir. » Enfin, et c'est formidable. Un marionnettiste. Togashi, le marionnettiste. Complètement. Togashi qui, donc, a fait Yu Yu Hakusho, a fait d'autres boulots, par exemple, comme Level E, qui est un manga qu'il a décidé de faire sans assistant, qu'il a décidé de faire... Mais il était jeune. À l'époque. Il avait encore des forces. Non, mais ouais, c'est quelqu'un qui, qui produit beaucoup, qui, du coup, a très mal vécu toute cette production, puisque sa santé on a beaucoup pâti. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui annonce avoir une 30aine de chapitres d'avance malgré tout, donc ça veut dire 3 tomes à chaque fois. Oui, et puis après, il faut pas il faut pas oublier qu'il travaille quand même avec des assistants. Maintenant, il en a besoin. Il ne peut pas s'asseoir sur une chaise parce qu'il a vraiment des gros problèmes de dos et de hanches. Ah, mais quand tu vois le chapitre 400, donc le tome 38 se termine sur le chapitre 400. Ouais. Quand tu vois le chapitre 409, t'as tes passages, tu fais, mais non, mais t'avais pas d'assistant là. T'as décidé de tout faire tout seul. Bah après, t'as vraiment des passages où on est sur du crayonné, mais ça dégage une puissance. Oui, et c'est ça aussi ce que je voulais dire, c'est il a une telle aura en tant qu'auteur, en tant que créateur. Parce que on l'a oublié de le dire, mais c'est quelqu'un qui est aussi passionné par des univers de jeux vidéo, de tout ce qui est le jeu, les règles. Enfin, ça lui parle beaucoup. Et en fait, c'est ce qui est fascinant, c'est que il s'applique en fait à lui-même. C'est tout un système en fait de création, de comment il va faire avancer ses pions, etc. Et moi je comprends ce que tu veux dire sur c'est fou qu'il arrive à produire autant, mais il a également énormément de liberté sur tu vois, ses fans sont capables d'accepter énormément de choses, et je pense que Mathieu va renchérir sur ça. Tu peux ne pas, effectivement, il t'étonne plus vraiment maintenant, tu sais qu'il peut faire un peu tout et n'importe quoi, mais que ça va être logique et que ça va marcher
Et moi, plus que les fans, c'est par rapport à Shueisha. En fait, je pense que vraiment, il faut que les gens se rendent compte de qui est Togashi et de quelle place il occupe au sein de Shueisha, à un point où, quand il fait son compte Twitter, Shueisha n'est même pas au courant que c'est lui derrière le compte Twitter. Et pendant 2 jours, c'est la panique parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Et derrière, il faut que Murata tweet pour confirmer que c'est bien lui, pour que tout le monde, ok, même Shueisha n'était pas au courant que le mec était en train de poster sur le compte Twitter. Rappelez-vous que le mec a cassé Internet pendant 48 heures. Et en fait, faut vraiment. C'est incroyable comment il a vraiment cassé Internet, quoi. Et c'est devenu le mangaka le plus suivi sur Twitter. Il a juste posté des photos de bas de page, ses coins de page pour Hunter x Hunter 38. Et voilà, t'es là, tu fais, ouais. En ne suivant aucun conseil possible ou imaginable, son nom de compte, c'est @ une liste de lettres et de chiffres. C'est ça, tu peux pas le retrouver si tu sais pas que c'est lui. Moi, j'avais tenté, j'ai pas percé déjà avec ça. Mais et non, et en fait, Yu Yu Hakusho a eu un tel impact, il a tellement modifié la structure du marché à l'époque, ça a été un tel succès que derrière, il enchaîne avec Hunter x Hunter. Enfin, vraiment, Togashi, au sein de Shueisha, je pense qu'il a toute la liberté qu'il veut, et ce qui fait qu'il peut se faire plaisir par rapport à Shueisha et par rapport à ses fans, comme tu l'as dit, Julie. Donc, maintenant, c'est pour ça aussi qu'il nous fait kiffer. Maintenant, évidemment, on aimerait tous qu'on en ait un peu plus, mais faut savoir. Ouais. Si nous, on a réussi à avoir un planning hebdo d'un auteur japonais. Alors de l'époque, je pense que maintenant c'est plus vraiment le cas parce que malgré tout, ça évolue un peu dans le bon sens. Enfin, faut comprendre, c'est pas ce qu'ils font en France, c'est pas possible parce qu'on a un truc qui s'appelle le code du travail en fait. Et que ces gens-là, faut aussi comprendre que ce qu'ils font depuis 20 ans, c'est un peu inhumain. Et c'est un peu logique que derrière, malheureusement, on a un peu de casse. Oui, et puis, enfin, c'est peut-être pas logique, c'est compréhensible, mais effectivement, moi, je suis contente de voir que les choses évoluent, en fait, au sein de la profession. Le fait que, voilà, maintenant, ils aient beaucoup plus accès, finalement, à leur communauté de fans directement à travers leurs réseaux sociaux. Que le rythme hebdo est plus si répandu que ça non plus. C'est plus si répandu. Ou alors, comme c'est sur le web, peut-être que des fois, il y a un peu moins de pression. Il y a peut-être... Parce qu'avant, il fallait qu'ils courent jusqu'à chez l'imprimeur pour faire sortir le magazine. La vraie question, c'est est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est une punition le jour où le Weekly Shonen Jump a décidé que Hunter x Hunter ne serait plus dans le Weekly Shonen Jump. Ça peut être un cadeau dans le sens où, à partir du moment où il veut republier, il republie comme il veut, puisque maintenant il est libre. Mais ça peut être vu comme une punition dans le sens où tu n'es plus dans le premier magazine du Japon. Non, moi, comme je viens de le dire, c'est pas une punition, parce que je pense que tu punis pas Togashi, que s'il fait pressing, il peut revenir dans le Jump quand il veut. Et que surtout maintenant, en 2025, on a vu que, évidemment, le Jump reste le magazine numéro 1, mais qu'on a plein d'énormes succès qui viennent pas du Jump. Oui, Kaiju vient pas du Jump, Spike Family vient pas du Jump, ça n'empêche pas d'être des succès, des énormes succès. Donc pour moi, c'est plus pour lui, et ça a sûrement été une décision qui a été prise avec lui, qu'une vraie punition de Shueisha. Ah oui, non, moi je l'ai pas du tout vu comme une punition, au contraire, je le vois vraiment pas comme une libération, au sens où, franchement, il a fait des gros hiatus. Enfin, je veux dire, je crois que c'est 4 ans le maximum où il n'a pas du tout donné de nouvelles, en tout cas à ses fans. On était dans le flou total. Et si c'est pas lui, il aurait dégagé depuis très longtemps. Oui, voilà. Et on sait que derrière, je pense qu'il savait très bien qu'il avait des idées très complexes à mettre en place. Et voilà le résultat. Enfin, je veux dire, là, on a donc la croisière s'amuse, comme on disait tout à l'heure. Ça tire, ça canarde dans tous les sens. C'est tellement compliqué. Sachant qu'il a de l'avance, qu'il sait déjà où il va aller. Mais il fallait qu'il ait ce temps. À la fin de la croisière, mais c'est que le pire, c'est que dans ses interviews, il a même déjà déclaré qu'il pensait à son manga d'après. Mais oui. Mais alors ça, c'est ça que je trouve absolument génial. Après, non, je pense qu'il a besoin aussi d'avoir une espèce de petite soupape mentale parce que c'est tellement prenant. Enfin, on en discute depuis tout à l'heure. La grande différence avec les autres arcs, en plus, c'est un huis clos. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas sortir de cet espace de bateau. Qui est très grand, c'est l'avantage. Ouais, mais même en utilisant leur capacité de naine, etc., tout est verrouillé. Enfin, c'est la prison. Là, pour le coup, c'est les personnages qui sont dans leur prison. En effet, t'as raison. Je pense qu'il est obligé quand même au moins de se dire à un moment de penser à autre chose. Et moi, j'adore Togashi, mais c'est vrai que quand il fait sa déclaration, je dis, attention Togashi quand même. Oui. Pas trop avec mes nerfs parce que là. Bon, vous l'avez compris, on pourrait passer des heures à parler de Hunter x Hunter. En tout cas, pour retrouver Hunter, c'est en librairie que ça se passe. Les 38 tomes sont disponibles. Ainsi que le tome 38 collector qui est censé avoir, Mathieu, beaucoup de disponibilité. Ouais, normalement vous pouvez y aller sans souci. Jusqu'à une certaine limite par rapport au monde entier, mais normalement ça va.
pas besoin de mettre l'attente Quechua à 2h du mat devant le libraire. Voilà, il pourra pas besoin. En tout cas, pour les tomes classiques, voilà, si votre libraire ne les a pas, vous pouvez les commander. Ça arrive très vite en magasin. Merci à tous pour votre écoute. Merci de suivre Hunter x Hunter. Et n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Salut à tous, à bientôt. Ciao. Salut la team, vive Hunter. Merci.